Salam alaikum. Dans cette troisième séance du courant alternatif sinusoïdal, nous allons traiter les réseaux électriques en courant alternatif sinusoïdal. Je rappelle brièvement que lors de la dernière séance, nous avons montré que les éléments passifs, qui sont les résistances, les bobines et les condensateurs, possèdent en notation complexe des impédances qu'on appelle les impédances complexes. Je rappelle que pour une résistance R, vous avez une différence de potentiel U de T et sera traversée par un courant I de T. Eh bien, dans ce cas, on va avoir la relation U de T qui est égale à R I de T pour les valeurs instantanées. Et aussi, on montre que on va avoir en notation complexe U bar qui est égal à R I bar. L'impédance complexe de la résistance Z bar R, c'est une partie réelle pure, c'est un réel pur qui est la résistance R. Pour le condensateur de capacité C, on montre de la même manière qu'on a aux bornes de C, U bar de C est égal à Z bar de C multiplié par I bar avec Z bar égale 1 sur JC oméga ou bien moins J sur C oméga. C'est la même chose. Pour une bobine, nous avons montré que pour une bobine qui a un coefficient d'inductance L, la différence de potentiel complexe entre ces bornes, U bar L, est égale à Z bar L, C est égal à Z bar L multiplié par I bar L, avec l'impédance complexe associée à la bobine égale à JL oméga. Donc, dans tous les cas, pour les trois éléments passifs, on a une relation en notation complexe qui est de la forme I bar égale à Z bar I bar. Cette relation, comme vous le voyez, elle est analogue à la loi d'Ohm. Donc, si on travaille en notation complexe, les éléments passifs vont se comporter comme des éléments qui ont la propriété d'avoir une différence de potentiel à leur borne qui est proportionnelle au courant qui les traverse, à condition, je le répète, de travailler en notation complexe. Nous avons montré aussi que l'association des impédances est la même chose que l'association de résistance qu'on a vue en courant continu. Donc, si vous avez une association en série, l'impédance équivalente, Z bar, c'est la somme des impédances individuelles. Et si vous avez une association en parallèle, l'impédance, ou bien 1 sur l'impédance équivalente égale à la somme de l'inverse des impédances individuelles. Et nous avons défini l'admittance comme étant l'inverse de l'impédance et par conséquent, l'admittance équivalente sera la somme des admittances individuelles lorsqu'on a une association en parallèle.
Ça, c'est juste un rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. Je vais poursuivre par rappeler ce que j'ai dit aussi la dernière fois, que puisque les éléments passifs se comportent exactement comme les résistances en courant continu, eh bien, toutes les lois que nous avons établies en courant continu resteront valables aussi en courant alternatif sinusoïdal. Je vous invite donc fortement à revoir le cours d'électricité 1, le cours d'électrocinétique et en particulier le chapitre réseau électrique en courant continu que vous avez sur la plateforme. Vous pouvez y accéder et le revoir pour réviser ce que vous avez vu en électricité 1. Parce qu'on va supposer que c'est connu ce que vous avez vu en électricité 1. Alors bien, je continue pour les réseaux en courant alternatif sinusoïdal. Je vais voir les générateurs en courant alternatif sinusoïdal. Les générateurs en courant alternatif sinusoïdal. Nous avons déjà vu, ou bien vous savez que vous avez deux types de générateurs. Vous avez les générateurs de tension et les générateurs de courant. Petit 1, générateur de tension. Sa définition sera exactement pareille que celle d'un générateur de tension continue, avec une petite différence. Vous savez qu'un générateur de tension, c'est un générateur qui permet de maintenir, c'est un appareil qui permet de maintenir entre ses bornes une différence de potentiel permanente. Lorsque cette différence de potentiel est constante, on est en régime continu, mais lorsque la différence de potentiel varie de manière sinusoïdale, on est donc en régime sinusoïdal. Et donc un générateur est caractérisé par sa force électromotrice, que je représente ici, qui va varier de manière sinusoïdale, et par une impédance interne. Au lieu de la résistance interne, on va avoir une impédance interne que je note par Z bar, qui sera représentée par l'impédance complexe Z bar. Donc la tension, la force électromotrice sinusoïdale, il va avoir la forme E de t égale à EM cosinus oméga t plus phi. Et cette force électromotrice sera représentée en notation complexe par le nombre complexe E bar. Bien sûr, dans le cas du générateur continu, nous avons une borne positive et une borne négative. La borne positive, c'est la borne par laquelle sort le courant. C'est la borne qui a la différence de potentiel la plus élevée. La borne négative, c'est la borne par laquelle entre le courant. C'est la borne qui a la différence de potentiel négative, la plus petite. Mais dans le cas du courant alternatif sinusoïdal, vous savez que le courant et la tension varient de manière sinusoïdale, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc il n'y a pas de borne positive et de borne négative parce qu'avec le temps, le courant va sortir par une borne, ensuite il va sortir par l'autre borne. Et par conséquent, il faut choisir
arbitrairement un sens positif pour le courant. En général, on représente la force électromotrice comme ça par une flèche pour indiquer que on s'accorde à ce que si le courant circule dans ce sens-là, dans ce cas, il sera considéré comme étant positif, et s'il circule dans l'autre sens, il sera considéré comme négatif. Donc là, un générateur de tension n'est pas polarisé. Il n'a pas de pôle positif et de pôle négatif. Les deux pôles jouent le même rôle alternativement, c'est-à-dire dans la moitié du temps, c'est la première borne qui est positive, dans l'autre moitié du temps, c'est l'autre borne qui est positive. Bien, entre les bornes d'un générateur, on peut avoir la relation U bar, qui est la différence de potentiel complexe entre les bornes A et B. On va avoir I bar, comme vous le voyez, qui est égal à E bar moins petit z bar I bar. C'est la différence de potentiel en notation complexe entre les bornes d'un générateur de tension sinusoïdale. Si Z bar est égal à 0, dans ce cas, on aura U bar qui est toujours égal à E bar, quel que soit le circuit qui est branché à ce générateur. On dit que le générateur est idéal. Ce générateur est idéal. Ce générateur de tension idéal. Ça, c'est pour le générateur de tension en régime sinusoïdal. Il est caractérisé par sa force électromotrice qui délivre une tension sinusoïdale et aussi par son impédance interne, petit z bar, qui doit être la plus petite possible. Et le cas idéal, c'est lorsqu'on prend la valeur 0. Dans ce cas, on a quel que soit le réseau branché au générateur, la différence de potentiel aux bornes de ce réseau est égale à E de t. Bien. Pour le générateur de courant, on va le définir comme pour le générateur de courant en courant continu, générateur de courant. Il sera représenté de la même manière par un courant de court-circuit qu'on représente comme ceci, ICC, qui va dépendre bien sûr du temps de manière sinusoïdale, en parallèle avec une impédance interne petit z bar. Et bien sûr, en notation complexe, on va représenter ICC par I bar, C, et on va choisir un sens positif pour le courant, parce que le courant, là encore, il va changer de sens avec le temps. On représente ceci par une flèche, c'est-à-dire que si le courant de court-circuit
circule dans ce sens, il sera compté positivement. S'il circule dans le sens opposé, il sera compté négativement. Si on branche à ce générateur de courant une impédance Z bar, qui va représenter un circuit externe, eh bien, dans ce cas, le courant qui va traverser cette impédance externe, le courant I bar, il sera donné par la règle du pont diviseur de courant. On aura I bar est égal à I bar C, C, multiplié par le rapport de l'autre impédance petit z bar sur la somme des impédances petit z bar plus grand z bar. Ça, c'est le pont diviseur de courant. Vous pouvez le revoir dans le cours d'électrocinétique de S2. Il est clair que si j'ai le courant ICC qui arrive ici, qui va trouver un nœud, une partie va passer dans le circuit externe, qui est la partie grand I bar, et une autre partie, petit I bar, va passer dans l'impédance interne de ce générateur. Quand est-ce que le générateur sera idéal? Eh bien, il sera idéal si le courant I bar est égal à ICC, et ceci est vrai lorsque Z bar, l'impédance qui est là, est infinie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun courant qui va la traverser. C'est l'équivalent d'un circuit ouvert. Donc, si Z bar tend vers l'infini, dans ce cas, je vais avoir I bar qui est égal à I C C bar, et le générateur est dit idéal. Générateur de courant idéal. Donc, le générateur de tension, il est idéal lorsque son impédance interne est nulle, et le générateur de courant est idéal lorsque son impédance interne est infinie. Bien, dans le cours d'électricité 1, nous avons établi les relations qui permettent de déterminer le courant dans chaque branche d'un réseau quelconque. Et la base de ce calcul, de cette détermination, ce sont les lois de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff établies pour le courant continu restent valables aussi en courant alternatif sinusoïdal. Je vais les rappeler brièvement. Petit 2, loi de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff concernant les réseaux sont divisées en deux lois. Petit 1, loi des nœuds, et petit 2, loi des mailles. Loi des nœuds. Je rappelle qu'un nœud, c'est un point d'interconnexion de plusieurs branches. Donc il va y avoir des courants qui arrivent et des courants qui vont partir. Par exemple, ici, je vais avoir I1 de T, I2 de T, I3 de T, I4 et I5.
Ben, la loi des nœuds me dit que les courants qui arrivent dans un nœud, que la somme des courants arrivant sur un nœud est égale à la somme des courants qui vont quitter ce nœud. Donc si je considère que les courants qui arrivent sont positifs et que les courants qui partent sont négatifs, eh bien dans ce cas, ça veut dire que la somme algébrique des courants dans un nœud est égale à zéro. C'est la première loi. La somme algébrique des courants dans un nœud est égale à zéro. Donc la somme sigma sur petit I de, bien sûr, n du IN de t avec plus ou moins égale à zéro. On considère comme positif les courants qui arrivent dans le nœud et comme négatif les courants qui vont quitter le nœud. C'est exactement pareil que ce que nous avons vu pour le courant continu. Cette loi des nœuds, il est vrai pour les valeurs instantanées, mais il est aussi vrai pour les valeurs en notation complexe, pour les valeurs complexes. Donc ça, je peux aussi l'écrire comme étant sigma sur n de plus ou moins I bar indice n égale à 0. Ça, c'est pour la loi des nœuds. Pour la loi des mailles aussi, c'est la même chose que pour le courant continu. Petit 2, loi des mailles. Je rappelle qu'une maille, c'est un ensemble de branches qui sont reliées entre eux de façon à constituer un circuit fermé, mais dans lequel on rencontre un nœud une seule fois. On ne peut pas avoir des croisements. Donc ça, c'est une maille. Si les nœuds correspondants sont A, B, C, D, E et F, lorsque je vais calculer la différence de potentiel au bord de cette maille, je vais partir d'un point et revenir au même point. Donc la différence de potentiel, ce sera VA moins VA. Donc pour un instant T donné, fixe, VA moins VA, il sera égal à 0. Or, VA moins VA, c'est VA moins VB, plus VB moins VC, plus VC moins VD, plus VD moins VE, et ainsi de suite, jusqu'à faire le tour. Donc pour un instant T, donné, j'ai VA de T moins VA de T, qui est égal bien sûr à 0, et que je peux écrire comme étant VA moins VB, plus VB moins VC, et je continue jusqu'à plus VF moins VA. Et ça sera égal à 0. Ceci est vrai pour l'écriture trigonométrique et aussi pour l'écriture complexe dans laquelle je vais avoir la somme des différences de potentiel U bar n égale à 0. La différence de potentiel U, c'est
VA moins VB, plus VB moins VC, plus VC moins VD, et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste un rappel de ce que vous avez vu en courant continu. On le retrouve aussi en courant alternatif sinusoïdal. De la même manière, en courant continu, nous avons énoncé des théorèmes qui permettent de calculer simplement, dans certains cas, de calculer simplement les courants dans les branches d'un réseau donné. Ces théorèmes sont le théorème de superposition, le théorème de Thévenin et le théorème de Norton. Eh bien, ces mêmes théorèmes restent valables en courant alternatif sinusoïdal et surtout lorsqu'on travaille en notation complexe. Donc, grand 3, ou bien petit 3, théorème. Petit 1, théorème de superposition. Théorème de superposition. Eh bien, le théorème de superposition, il dit la chose suivante. Si vous avez un réseau quelconque qui contient plusieurs générateurs et que vous voulez déterminer le courant qui circule dans une branche bien déterminée de ce réseau, eh bien, tout simplement, le théorème, il dit que le courant qui circule dans cette branche, c'est le même, c'est la superposition des courants qui circuleraient dans cette même branche si à chaque fois on garde un générateur et on remplace les autres par leur impédance interne. Donc je réécris ce théorème. Si un réseau contient plusieurs générateurs, si un réseau contient plusieurs générateurs, chaque générateur sera caractérisé par sa force électromotrice et par son impédance interne. Le courant dans une branche donnée, le courant dans une branche quelconque de ce réseau, le courant dans une branche quelconque de ce réseau est la somme algébrique, la somme algébrique des courants dans cette même branche, des courants qui circuleraient dans cette même branche dans cette même branche si à chaque fois on garde un générateur et on remplace les autres, et on remplace les autres par leur impédance interne.
Si un réseau contient plusieurs générateurs, les courants dans une branche quelconque de ce réseau est la somme algébrique des courants qui circuleraient dans cette même branche si à chaque fois on garde un générateur et on remplace les autres par leur impédance interne. Si par exemple vous avez un réseau avec trois générateurs, notez E1 R1, E2 R2 et E3, pardon, E1 Z1, E2 Z2 et E3 Z3, eh bien, si je veux déterminer le courant dans une branche quelconque, je vais d'abord garder le premier générateur E1 et remplacer E2 et E3 par leur impédance interne Z bar 2 et Z bar 3. Je fais le calcul du courant qui circule dans cette branche. Ensuite, je refais la même chose en gardant le deuxième générateur et en remplaçant le premier et le troisième par leur impédance interne. Je recalcule le courant. Ensuite, je fais la même chose avec le générateur E3. Et le courant réellement, qui passe réellement lorsque les trois générateurs sont branchés, est la superposition, c'est-à-dire la somme algébrique des courants qu'on vient de calculer. Je vous invite encore une fois à revoir le détail et l'exemple d'application dans le cours d'électricité 1. Ça, c'est le théorème de superposition. On passe ensuite au théorème de Thévenin. Théorème de Thévenin, c'est le petit 2. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Thévenin? Eh bien, si vous avez un réseau quelconque entre deux points A et B de ce réseau, l'ensemble du réseau se comporte comme un générateur de tension. Donc, il doit avoir une force électromotrice et une impédance interne. La force électromotrice, c'est la différence de potentiel entre A et B. Et l'impédance équivalente, c'est l'impédance vue entre A et B lorsque tous les générateurs et les récepteurs sont remplacés par leur impédance interne. C'est exactement la même chose que ce que vous avez vu en courant continu. Donc je rappelle ce théorème, soit un réseau quelconque contenant des générateurs et des éléments passifs, contenant des générateurs et des récepteurs et des générateurs et des éléments passifs entre deux points quelconques A et B, entre deux points A et B quelconques de ce réseau, le réseau est équivalent le réseau est équivalent à un générateur de tension dont la force électromotrice E bar de Thévenin
et la différence de potentiel, entre les points A et B, entre les points A et B, et l'impédance interne, l'impédance interne, Z bar de Thevenin, et l'impédance équivalente, et l'impédance équivalente vue entre les points A et B lorsque les générateurs et aussi les récepteurs sont remplacés par leur impédance interne. Ça, c'est le théorème de Thevenin. Comment est-ce qu'on applique ce théorème de Thevenin pour déterminer le courant dans une branche bien déterminée? Eh bien, c'est simple. D'abord, on enlève cette branche et le reste du réseau sera remplacé par un générateur de Thevenin équivalent. Donc, on va enlever la branche, le reste sera remplacé par un générateur. La force électromotrice de ce générateur, ce sera VA moins VB en l'absence de la branche, c'est-à-dire on dit c'est VA moins VB à vide. Et l'impédance équivalente, c'est l'impédance vue entre A et B lorsque tous les générateurs et les récepteurs sont remplacés par leur impédance interne. On détermine ce générateur et ensuite on va remettre la branche enlevée entre les bornes A et B du générateur équivalent. Ça va me donner un circuit avec une seule maille et je peux, par la loi de Pouillet, déterminer facilement le courant qui va traverser cette impédance ou bien cette branche. C'est exactement la même chose que ce qui est utilisé en courant continu. Donc là, c'est juste un rappel, je ne vais pas détailler parce que c'est supposé connu. Le dernier théorème qu'on a énoncé, c'est le théorème de Norton. Le théorème de Norton, c'est un théorème qui est équivalent au théorème de Thevenin, avec la seule modification, c'est au lieu de remplacer, au lieu de dire que le réseau est équivalent à un générateur de tension, on va dire qu'il sera équivalent à un générateur de courant. Donc je vais reprendre pratiquement le même énoncé, mais au lieu de dire que le réseau est équivalent à un générateur de tension, je vais dire que le réseau est équivalent à un générateur de courant. Donc soit un réseau quelconque contenant des générateurs et des éléments passifs, etc. Le réseau est équivalent. Le réseau entre deux points A et B. Le réseau entre deux points
Le réseau entre deux points A et B est équivalent à un générateur de courant. Et vous savez qu'un générateur de courant est caractérisé par son courant de court-circuit et son impédance interne. Générateur de courant de court-circuit qu'on note I bar de N, le courant de court-circuit qu'on note I bar de N, le courant qui circulerait dans un fil, qui circulerait dans un fil reliant A et B. C'est un court-circuit. Un court-circuit. Et d'impédance interne, c'est la même que l'impédance de Thévenin, d'impédance interne, Z bar N, qui est l'impédance vue entre A et B, lorsque les générateurs et les récepteurs sont remplacés par leur impédance interne. Lorsque les générateurs sont remplacés par leur impédance interne. Bien alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ce théorème de Norton pour calculer le courant dans une branche quelconque d'un réseau quelconque? Eh bien, on fait pareil, on enlève la branche considérée et on relie les points A et B par un fil, c'est-à-dire on va les court-circuiter. Ensuite, on calcule le courant qui va circuler dans ce fil, qui est le courant de Norton, ou bien le courant de court-circuit du générateur équivalent. Ensuite, on enlève le fil, bien sûr, et on remplace les générateurs et les récepteurs par leur impédance interne et on calcule l'impédance équivalente vue entre A et B. Ça donne l'impédance interne du générateur de Norton. Après cela, on va rebrancher la branche qu'on a déjà enlevée entre les bornes du générateur de Norton et on calcule par la règle du pont diviseur de courant, le courant qui va circuler dans la branche en question. Là encore, je vous invite à voir l'exemple que nous avons traité en courant continu pour savoir la méthode qu'on utilise pour appliquer le théorème de Norton. C'est exactement la même méthode qui sera utilisée en courant alternatif sinusoïdal, bien sûr, en travaillant en notation complexe. Bien, ensuite, nous allons considérer un exemple, nous allons étudier un exemple de réseau électrique. On va choisir un réseau qui est très simple. Et cet exemple, nous allons essayer de le traiter de deux manières différentes. La première manière, c'est en utilisant la notation trigonométrique. Et la deuxième manière, en utilisant la notation complexe pour montrer la facilité avec laquelle on trouve les résultats lorsqu'on utilise la notation
complexe. Donc, exemple d'application, ce petit 4. On va considérer un circuit R, L, C en série. On va donc considérer un circuit constitué par une résistance R, une bobine L et un condensateur C. Entre les bornes de ce circuit, on va appliquer une différence de potentiel sinusoïdale E de t égale à EM cosinus oméga t. Sous l'effet de cette différence de potentiel, il va circuler dans ce circuit un courant I de t qui va prendre la forme Im cosinus oméga t plus phi. Il sera aussi sinusoïdal avec la même pulsation oméga. Et ce qu'il faut déterminer, c'est l'amplitude maximale Im et le déphasage phi de ce courant par rapport à la tension appliquée E de t. La première méthode que je vais utiliser, c'est la méthode en représentation trigonométrique. Étude en représentation trigonométrique. Eh bien, dans ce cas, je vais dire que la tension E de t c'est la somme des différences de potentiel aux bornes de chaque élément. C'est égal à UR de t plus la tension UL de t et plus la tension UC de t. E de t, je sais que c'est égal à EM cosinus oméga t. Là, pour simplifier les calculs, j'ai pris la phase à l'origine de la tension nulle. Et puis UR, il sera égal à R I de t. C'est la loi d'Ohm instantanée. Pour une résistance, nous avons la loi d'Ohm qui est vérifiée à chaque instant t. Pour UL, je sais que UL est égal à L dI de t sur dt. Et aux bornes du condensateur, nous avons la tension qui est égale à 1 sur C, l'intégrale de I de t dt. Vous pouvez revenir à la séance précédente, lorsqu'on a calculé le comportement des éléments passifs, nous avons montré que le courant I de t est égal à C du sur dt. Ce qui veut dire que U au bord du condensateur, c'est égal à 1 sur C, l'intégrale de I de t d de t. Je développe ce calcul. R I de t, ce sera R
IM, facteur de cosinus oméga t plus phi, plus LDI sur dt. Donc c'est L, la dérivée de I par rapport au temps, sachant que I c'est IM cosinus oméga t plus phi, eh bien ça sera oméga IM. Le cosinus, lorsqu'il sera dérivé, ça va me donner moins sinus. Donc je vais avoir ici un sin moins. Donc le sin moins avec le sin plus va me donner un sin moins. L oméga IM sinus de oméga t plus phi. Plus 1 sur C la primitive de IM cosinus oméga t, je vais avoir le IM qui va sortir de l'intégrale, donc je vais avoir ici IM. La primitive de cosinus oméga t plus phi, ça va donner 1 sur oméga. Donc le oméga, je vais l'avoir ici. Et bien sûr, la primitive de cosinus, c'est plus sinus. Donc sinus oméga t plus phi. J'ai donc cette équation EM cosinus oméga t qui est égale à R IM que je peux arranger pour la mettre sous cette forme. EM cosinus oméga t égale RIM cosinus oméga t plus phi et plus IM sinus oméga t plus phi facteur de 1 sur C oméga moins L oméga plus 1 sur C oméga moins L oméga facteur de IM sinus oméga t plus phi. Et ceci est vrai quel que soit le temps t. À chaque instant t, j'ai cette équation qui est vérifiée. En fait, moi ce que je cherche, ce sont les inconnus grand IM et phi. Donc j'aurais besoin de deux équations. Or ici, je n'ai pas seulement une équation, mais j'ai une infinité d'équations parce que cette équation sera vraie quel que soit le temps t. Donc, puisqu'il y a une infinité d'instants t, donc j'ai une infinité d'équations. Parmi cette infinité d'équations, j'ai besoin de deux équations. Et je vais choisir, bien sûr, les instants qui vont donner des équations simples. C'est-à-dire, en particulier, je vais prendre t égale à 0 et je vais prendre le cas où oméga t égale à pi sur 2, c'est-à-dire t égale à pi
sur 2 oméga. Ça, c'est équivalent à dire que oméga t égale à pi sur 2. En particulier pour ces deux valeurs, si t égale à 0, je vais avoir EM cosinus de 0 qui est égal à 1 égale R IM cosinus de 0 plus phi, donc cosinus de phi, plus 1 sur C oméga moins L oméga IM sinus de 0 plus phi, donc sinus de phi. Ça me donne une première équation. La deuxième équation, je vais l'obtenir lorsque t est égal à pi sur 2 oméga, c'est-à-dire lorsque oméga t égale à pi sur 2, eh bien dans ce cas, EM cosinus de pi sur 2, c'est égal à 0, égale RIM cosinus de oméga t plus phi, et oméga t, c'est pi sur 2, donc ça va me donner oméga t plutôt pi sur 2 plus phi, et ça donne moins sinus de phi, multiplié par moins sinus phi, plus 1 sur c oméga moins L oméga facteur de IM sinus de pi sur 2 plus phi, c'est cosinus phi. Et ça me donne la deuxième équation. Pour arranger ces deux équations, je peux multiplier la première équation par sinus phi et multiplier la deuxième équation par cosinus phi et faire la somme. Alors, si je fais ceci, je vais avoir EM sinus phi pour le premier membre, plus 0 fois cosinus phi qui est égal à 0, égale un moins LC oméga carré sur C oméga, lorsque je réduis au même dénominateur, C oméga, est multiplié par IM, parce que normalement je vais avoir ce terme multiplié par cosinus carré plus sinus carré. Il va rester ce terme. Et le terme avec cosinus phi sinus phi, avec moins cosinus phi sinus phi, ça va se simplifier. De la même manière, je peux multiplier la première équation par le cosinus phi, la deuxième équation par sinus phi et faire la différence. Ceci, ça va me donner le résultat suivant. Si je multiplie, ça va me donner EM sinus phi, ou EM cosinus phi, égale à R IM.
Bien. Alors, cette première équation-là, que je note alpha, il va me permettre de tirer l'expression de sinus de phi. Sinus phi, il sera égal à 1 moins LC oméga carré sur C oméga multiplié par IM sur EM. La deuxième équation qui est ici, que je vais appeler l'équation bêta, cette équation bêta va me donner le cosinus de phi qui sera bien sûr égal à R multiplié par IM sur EM. Je vais réécrire ici, c'est pas clair. IM sur EM. À partir de là, je vois que je peux faire le rapport de sinus sur cosinus. Donc, tangente de phi, qui est égal à sinus de phi sur cosinus de phi, eh bien, il sera égal au rapport de ces deux équations. Le IM sur EM, ça va se simplifier. Il va rester 1 moins LC oméga carré sur RC oméga. Ça me permet de trouver le déphasage entre le courant et la tension. Phi est égal à arc tangente de 1 moins LC oméga carré sur RC oméga. Toujours en prenant les expressions de sinus et cosinus, je sais que sinus carré de phi plus cosinus carré de phi est égal à 1. Donc, je peux écrire que IM sur EM au carré, que je peux mettre en facteur 2, 1 moins LC oméga carré sur C oméga, que je porte au carré, plus R au carré, et bien ceci, il sera égal à 1. Et à partir de là, je peux déduire facilement que IM, en prenant la racine carrée de ce terme, IM égale à EM sur la racine carrée de 1 moins LC oméga carré sur C oméga, le tout au carré, plus R au carré. J'ai donc défini les inconnus
dont j'avais besoin, qui sont l'amplitude maximale du courant, IM, c'est égal à cette expression, et la phase, qui est égale à arc tangente 1 moins LC oméga carré sur RC oméga. Ce résultat, je l'ai obtenu en utilisant la notation trigonométrique. Faisons maintenant l'étude en représentation complexe pour pouvoir comparer les deux méthodes. Petit 2, étude en représentation complexe. Dans ce cas, le circuit que j'ai, c'est toujours le même. J'ai la résistance R. J'ai la bobine que je représente par son impédance Z bar L. Et j'ai le condensateur que je représente par son impédance Z bar C. La tension appliquée, c'est E de bar. Et le courant qui va circuler, c'est I bar. Je rappelle que E de T, c'est égal à EM cosinus oméga T, ce qui implique que E bar égale à EM exponentielle J0 parce que phi est égal à 0 dans ce cas, J0 donc est égal à EM. I de T, c'est égal à IM cosinus oméga T plus phi, qui sera représenté par le complexe I bar égale IM exponentielle J phi. Pour le circuit, j'ai la différence de potentiel VA moins VB en notation complexe qui est égale à E bar. E bar égale R I bar plus Z bar L I bar, c'est le même courant parce qu'ils sont en série, et plus Z bar C I bar. La différence de potentiel aux bornes du condensateur. Avec, je peux mettre le I bar en facteur, R plus Z bar L, c'est JL oméga, et Z bar C, c'est 1 sur JC oméga, ou bien moins J sur C oméga, et l'ensemble multiplié par I bar. Ça, c'est égal à R plus J, facteur de L oméga moins 1 sur C oméga I bar, que je peux aussi écrire R plus J. Là, j'ai LC oméga carré moins 1 sur C oméga et multiplié par I bar. L'inconnu pour moi, c'est le courant I bar qui est égal à E bar sur R plus J
LC oméga carré moins 1 sur C oméga. C'est ça l'écriture complexe, l'expression complexe de I bar. Et ce que je cherche, c'est le module de I bar et l'argument de I bar. I bar, c'est le rapport de deux complexes. Le premier complexe, c'est E bar, et le deuxième complexe, c'est R plus J, facteur de LC oméga carré moins 1 sur C oméga. Donc, le module de I bar, c'est le rapport des modules. I est égal au module de E bar, c'est-à-dire EM, sur le module du complexe qui est au dénominateur et qui est constitué par une partie réelle plus une partie imaginaire, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, R au carré, plus la partie imaginaire au carré, donc LC oméga carré moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Donc vous voyez que je trouve directement le module sans avoir besoin d'isoler la partie réelle de la partie imaginaire. J'utilise les propriétés des nombres complexes. I bar, c'est le rapport de deux nombres complexes. Donc son module, c'est le rapport des modules. Et son argument, phi, c'est la différence des arguments. Donc c'est l'argument de E moins l'argument du nombre complexe qui est au dénominateur. Or, l'argument de E, c'est 0. La phase à l'origine pour la tension est égale à 0. Moins l'argument du deuxième complexe qui est en bas, qui est l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. L, C, oméga carré moins 1 sur C, oméga, avec un R ici, bien sûr. Et ça, c'est égal à arc tangente. Je fais introduire le signe moins à l'intérieur, arc tangente de 1 moins LC oméga carré sur RC oméga. Et on voit bien qu'on retrouve les mêmes expressions, le même résultat que celui trouvé par la représentation complexe, mais avec un calcul qui est beaucoup plus simple. D'où l'utilité d'utiliser la notation complexe au lieu de la notation trigonométrique. On arrête là pour aujourd'hui et la prochaine séance, Inch'Allah, nous allons traiter les puissances électriques en courant alternatif.